Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue sur RPMP, les voix du débat. Pour un show match ce soir, Smeg et Ezekiel vont s'affronter sur une question socio-économique, somme toute. La taxe Zuckman relève-t-elle du délire idéologique? Smeg nous défendra qu'effectivement, l'existence de cette taxe relève du délire idéologique, ce sur quoi il sera contredit par Ezekiel ici présent. Je vous rappelle que ce vote est enregistré et qu'il sera rediffusé sur YouTube, qu'il sera noté, une note entre 1 et 10 en argument, en décence et en éloquence devra être attribuée à chacun des deux débatteurs. Pour les personnes qui nous regardent sur YouTube, si ce contenu vous intéresse, je vous encourage vivement à cliquer sur le lien dans la description pour rejoindre notre communauté sur Discord et pour participer à des événements comme celui-ci à l'avenir. Le format, hein, c'est le même que d'habitude. 5 minutes d'introduction chacun sans interruption, suivi de 70 minutes d'échange libre et enfin 5 minutes de conclusion chacun avant une petite FAQ où le public pourra lever la main pour venir poser une question ou faire une remarque à un de nos débatteurs. Je propose de laisser Smeg commencer pour une introduction de 5 minutes. Je vais partager aussi mon écran. Donc Smeg, je te laisse la parole. C'est à toi. Ok. Alors, la taxe Zuckman. Aujourd'hui, on nous présente la taxe Zuckman comme une mesure de justice, un impôt moral censé faire enfin payer les ultra-riches à hauteur de leur fortune. Mais quand on regarde dans le détail, on se rend compte que cette taxe n'a rien d'économique. C'est une idéologie, une croisade politique déguisée en réforme fiscale. Et ce récit commence toujours par la même phrase choc. Les milliardaires ne paient pas d'impôts. Ça fait réagir, ça fait cliquer, mais c'est techniquement faux et totalement trompeur. Zuckman ne compare pas les mêmes choses. Pour les plus modestes, il utilise le revenu réel, celui qui tombe sur le compte. Pour les ultra-riches, il utilise un revenu imaginaire, basé sur les fluctuations de leur patrimoine, même quand ils n'ont rien encaissé. Il mélange les hausses de valeur en bourse, les actifs non réalisés, les estimations de fortune. Autrement dit, il compare le réel des pauvres avec le virtuel des riches. Forcément, ça fait scandale, mais ça ne reflète en rien la fiscalité réelle. Dans la vraie vie, les dividendes, c'est un revenu. Les plus-values, c'est un revenu. Les entreprises paient l'impôt sur les sociétés et dès qu'un milliardaire vend la moindre action, il paie comme tout le monde. La vérité, c'est qu'il paie même au moment où Zuckman voudrait qu'il paie. Parce qu'ils ne sont pas imposés sur des gains imaginaires. Ils sont imposés quand la richesse devient réelle. Et c'est normal. On n'impose pas un revenu que tu n'as même pas touché. La vérité... excusez-moi. Ce que Zuckman propose, c'est de taxer la plus-value sans vente, la richesse sans revenu, la valorisation sans liquidité. C'est un impôt sur la ligne verte du graphique, pas sur l'argent réel. Et pour ça, il doit absolument persuader l'opinion que taxer l'imaginaire, c'est moral. Alors, il exagère, il reconstruit, il gonfle les chiffres. Il dit que l'INSEE ne voit pas les plus riches, alors que l'INSEE publie des données détaillées jusqu'au top 0,01%. Il dit que les riches ne paient rien, alors qu'on sait très bien qu'ils payent énormément dès qu'ils encaissent. Bref, il fabrique un récit où la richesse, sur le papier, devient un revenu, et où ne pas taxer un chiffre virtuel devient une injustice. Le problème, c'est que penser comme ça nous fait sortir de l'économie réelle. Taxer un salaire, une dividende ou une plus-value, c'est logique. Taxer une valorisation boursière qui peut prendre 40% demain, c'est du suicide économique. Et c'est justement pour ça que tous les pays de l'OCDE taxent les gains à la réalisation, pas avant. Parce que sinon, tu forces les gens à vendre leurs actifs juste pour payer l'impôt. La taxe Zuckman n'est donc pas seulement injuste, elle est dangereuse. Elle ne taxe pas la richesse réelle, mais celle virtuelle. Elle ne finance pas l'État, elle fabrique de la vengeance sociale.
Elle ne repose pas sur des principes économiques, mais sur une émotion politique. Et c'est là que je veux être très clair. Je ne dis pas que la fiscalité est parfaite, ni que les inégalités sont un non-sujet. Je dis que la taxe Zuckman n'est pas une solution. C'est une illusion morale, une idée séduisante mais irréaliste, et surtout un outil idéologique déguisé en réforme sérieuse. Voilà, j'ai OK. fini. Désolé, c'était un peu court. Non, non, c'était 4 minutes, on n'est pas loin du, bah, merci Smeg. Ézéchiel, à ton tour pour, 5 minutes d'introduction sans interruption. Très bien. Donc moi déjà, je vais faire une introduction plus rapide, tout simplement parce que je viens défendre la taxe Zuckman. En fait, je ne sais pas exactement ce que mon opposant lui reprochait a priori. Donc moi, je suis plutôt en position de répondre par rapport à ce qu'il critique, mais d'un point de vue individuel. Et je pense que il est faux de penser qu'il est immoral de réfléchir à la taxe sur des profits virtuels, parce qu'en réalité, les riches savent très bien comment faire fructifier leur argent, et ce sont ces pratiques-là qui les rendent plus riches. Donc il faut trouver des manières de taxer ces choses-là, qui sont du revenu fictif, mais qui leur permet vraiment de s'enrichir. Donc moi, la taxe Zuckman, elle me semble être intéressante exactement pour attaquer ce point-là. Et j'attends de voir quels sont les argumentaires sur pourquoi est-ce que les riches paieraient en fait plus d'impôts que ce que dit Zuckman, étant donné qu'on sait très bien que les possessions patrimoniales, c'est une manière d'optimiser la fiscalité des plus riches. Et c'est une lubie en fait pour les gens de classe moyenne ou plus pauvres, puisqu'en fait ils n'ont pas les moyens de s'intéresser réellement à ces optimisations-là. Donc finalement, moi je défends que les classes moyennes et plus pauvres payent plus d'impôts en pourcentage de leurs revenus réels effectifs que les riches. Voilà. OK. Ah merci Ézéchiel. Je vais remettre les compteurs à 0. Début de l'échange libre de 70 minutes, il est 21h08 heure de Paris, donc jusqu'à, 22h18. Voilà, c'est à vous. Ok, ok, ok. Alors, bah, du coup, par quoi on va commencer, Ezekiel? Tu veux... Moi, comment on va ce qui attaquer? m'intéresse le plus, je pense, pour commencer, c'est pourquoi tu penses qu'il n'est pas correct de taxer les revenus virtuels. Enfin, on va les appeler comme ça, mais ceux liés à Pourquoi la on va les croissance appeler comme ça? patrimoine. Bah, pour moi, ce serait... bah, déjà, pour être clair, je ne dis pas, comme je te l'ai dit dans l'intro, qu'il n'y a pas un problème sur une optimisation fiscale ou quelque chose comme ça, hein. Je te dis juste que quand Zuckman dit que les milliardaires paient en moyenne 27% d'impôts et que les classes moyennes et populaires paieraient entre 40 et 50%, euh, pour moi, c'est une méthode statistique totalement artificielle en fait. Zuckman invente une nouvelle définition du mot revenu parce que quand tu utilises, en fait, c'est utilisé nulle part dans la fiscalité réelle en fait. D'utiliser des chiffres, enfin des valeurs que tu n'as pas en fait, qui peuvent que tu ne touches pas. Tu vois ce que je veux dire? On est d'accord qu'il y a bien. Que tu n'as pas sur ton compte, quoi. Parce que si donc il y a des chiffres, si en fait on commence à faire les mêmes calculs pour les classes moyennes et populaires qui paieraient selon lui 40 et 50% d'impôts. Si tu prends le même calcul et que tu l'appliques à ces gens-là, tu te rends bien compte qu'il faudrait prendre en compte donc, tout ce qui ne touche pas sur leur compte, mais qu'ils ont quand même. Donc toutes les aides et des choses comme ça. Et là, j'ai des chiffres, je pourrais vous balancer la source. Et c'est très bien comme ça, hein. Les plus pauvres, grâce à leurs aides et compagnie, payent moins d'impôts que ce qu'ils touchent réellement. Donc, ils sont même en taux d'imposition, ils sont en négatif.
Ok, selon alors, le barème, enfin selon la technique de calcul de Zuckman. moi, il y a une seule chose que je ne défends pas par rapport à la méthode de Zuckman. Effectivement, c'est sur les plus pauvres, puisqu'il ne considère pas les allocations. Et donc, en réalité, c'est biaisé, vu que pour les plus riches, il dit, OK, bah, comptons le revenu fictif, mais pour les plus pauvres, ne le comptons pas. Donc, c'est un peu biaisé à ce niveau-là. Par contre, sur la grande majorité des gens qui sont dans la classe moyenne et qui touchent des allocations minimes, en fait, l'imposition principale qu'ils vont avoir, c'est sur l'imposition de leur salaire et des cotisations sociales, alors que les plus riches, ils vont pratiquer des méthodes d'optimisation pour ne pas payer, pour ne pas se verser de salaire. Donc en fait, c'est forcément injuste de base. Donc il faut Alors, trouver un moyen. Oui, vas-y. ouais, dire qu'ils font tout ça pour ne pas payer d'impôts, une fois de plus, c'est faux. Ils font ça pour se pouvoir. Alors ça, je suis d'accord, il y a une inégalité là-dessus. Ils se permettent de faire ça pour pouvoir payer un impôt plus tard. Ils arrivent à décaler le fait de payer un impôt, mais de toute manière, un milliardaire ou n'importe qui, à partir du moment où tu touches 1 centime de ce que tu as en dividende, enfin pas en dividende, justement en actions, en maison, en tout ce que tu veux. Dès que tu en touches 1 centime, ils sont taxés. Et pas Alors, à 27%. Juste la flat tax, c'est 30%. donc très bien. Déjà, première chose, 30%, c'est moins que la part d'imposition sur le revenu qu'ils auraient s'ils se versaient des salaires, premièrement. Deuxièmement, c'est vrai que c'est taxé à la revente, mais le, il n'y a aucune taxe sur l'emmagasinage de l'argent. Donc c'est simple de. En fait, tu peux cumuler de l'argent facilement. L'emmagasinage de l'argent, non. Tu peux emmagasiner des titres, des valeurs, des biens qui ont une valeur, mais tu emmagasines pas de l'argent. C'est Ouais, en pas fait, de l'argent qui va être sur un PEL ou des choses comme ça. le problème, c'est que, ok, ils achètent des biens. Très bien. Ces biens vont croître en valeur plus vite que l'inflation. Très bien. Mais tout ça, c'est de l'argent fictif encore. Mais tu sais très bien que ces biens-là sont accumulatifs. Ok, et donc les 7,5% en moyenne qui vont faire de plus-value fictif vont s'accumuler à nouveau. Et on va avoir 7,5% sur 107,5%, etc., etc., de manière exponentielle. Et donc, la flat tax de fin ne compense pas du tout ce mécanisme complètement malsain qui permet aux gens d'avoir des croissances exponentielles. Ça ne le compense pas du tout. Euh, alors là, j'ai du mal à comprendre du coup. Explique-moi en fait. Toi, tu penses que du coup, la taxe Zuckman va empêcher l'accumulation de, d'actions ou de choses comme ça? Ou de patrimoine La taxe Zuckman ne va pas empêcher l'accumulation d'actions ou de patrimoine. Ce qu'elle permet de faire, c'est juste de rétablir un tout petit peu d'égalité à ce niveau-là. On sait que les plus riches, là, ces fameux 0,01%, là, eux, ils ont en moyenne Alors, 7,5% de rentabilité sur leurs biens par an. Donc, s'ils payent 2%, ils sont toujours rentables à 5% net. Fictif, certes, mais ils sont toujours rentables. Et en rentable, mais plus, alors, tu vois, on en parle souvent ces temps-ci. La boîte Mistral, qui est dans l'IA, là, valorisée à plusieurs milliards, ne rentre aucune, ne fait zéro bénéfice en fait. Mais elle fait zéro bénéfice. Mais avec cette taxe Zuckman, il faudrait qu'elle paye des millions par an en fait. Elle ne pourrait pas. Elle ne pourrait tout simplement pas payer cette taxe. C'est pour ça que j'arrive pas trop à comprendre le lien que tu as fait là avec le, le, le bénéfice et puis tout ça, quoi. alors, moi, je suis d'accord, par contre, il y a deux choses L'accumulation de spécifiques. richesse. Il y a deux choses spécifiques. Il y a déjà les particuliers et les entreprises. Je pense qu'effectivement, c'est quand même différent à traiter, mais on peut partir sur les entreprises si c'est ce que tu veux. Alors, bah, en fait, c'est directement lié.
Parce que quand tu parlais là d'optimisation et de choses comme ça, là quand une personne, là on parle d'actions en fait, d'actions en bourse qui concernent des entreprises et des choses comme ça. Ces milliardaires qui n'ont pas qui n'ont pas de revenus réels, euh, mais qui se payent en dividendes, qui elles sont taxées ou autre chose comme ça. Heu, oui, ça touche forcément, des entreprises et d'ailleurs, c'est ce qu'ils proposent. C'est que les, milliardaires, qui, selon son calcul biaisé et que tu as même, avoué, toi, il y a 5 minutes, en disant que oui, effectivement, d'un côté, il prend des choses que de l'autre, il ne prend pas. Tu l'as dit dès le départ et c'est là, moi, tout mon point, hein. De départ. C'est vraiment que le fait de faire un calcul pour les ultra riches qui te fait tomber le taux de prélèvement, le taux d'imposition des ultra riches à 27, alors qu'il ne va pas faire le même calcul pour le reste de la population et faire en sorte du coup que eux ils sont à 40 ou à 50% de taux d'imposition, c'est c'est complètement fou. Mais du coup, là, je viens de m'égarer un petit peu. Mais Alors attends, parce que pour prendre un point après l'autre, moi déjà le premier point, ouais, Mistral, je suis un milliardaire particulier, d'accord, et je possède des actions chez Mistral. Je dois vendre une partie de mes actions par an pour pouvoir payer la taxe Zuckman. Quel est le problème chez ouais. Mistral? Ça, je n'ai pas compris pour toi. Alors, non, mais c'est même Zuckman, le propriétaire donc le majoritaire, euh, qui est, bah, ses actions, à partir du moment où cette entreprise ne fait pas de bénéfice, donc tu te verses zéro dividende, tu n'as pas les sous. Donc tu vas vendre ces actions à qui? Non mais attention, parce que c'est pas parce que les actions vont te verser des dividendes que c'est de l'argent, c'est que c'est comme ça que tu vas faire fructifier de l'argent. Ce qui compte, c'est la valorisation de l'action. C'est pas les dividendes qu'elle va te produire. Parce que sinon, c'est complètement biaisé. Et enfin, c'est très connu de faire des entreprises de cette manière-là, d'ailleurs, qui sont pas rentables, mais Mais qui non, sont mais différents. eh ben, c'est là où on va pas être d'accord. Moi, ce qui compte pour une personne, ça va être ce qu'elle touche en dividende, l'argent réel. Oui, mais en fait, Pas, c'est pas pas c'est pas justement la valeur d'une action qui va pouvoir chuter de 300% en une journée. Ça s'est vu avec Tesla il y a quelques temps. Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas te baser sur une valeur d'un titre qui va augmenter et baisser d'une manière complètement. OK, très Euh, bien. Mais ça me va d'aller sur ce champ-là. Donc, OK, hmm. mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour les gens qui... En fait, si tu es riche, la manière actuellement de ne payer pas d'impôts, grosso modo, c'est de prendre des actions accumulantes qui ne versent pas de dividendes et qui gagnent en valorisation. Et ensuite, Mhm. de prendre des crédits lombards sous garantie de vendre tes actions qui comptent officiellement dans la loi comme une dette. Ainsi, tu es taxé 0% sur un salaire qui est source en fait d'optimisation fiscale. Donc tu peux te verser un salaire Il y tous aura un les mois, salaire. mais en fait c'est pas officiellement un salaire puisque c'est justement c'est ça l'intelligence des plus riches, ça compte comme une dette. Mais cette dette, tu as le droit de l'avoir uniquement si tu es riche, puisqu'elle est garantie par la vente potentielle de tes actions dans le cas où tu ferais faillite. Donc, en fait, c'est trop simple de faire ça, d'accord? Moi, je suis un Pékin moyen, je n'ai pas la possibilité de faire des crédits lombards et de payer 0% d'imposition et de m'endetter comme ça. Si je veux gagner de l'argent sous forme de crédit, il va falloir que je fasse un crédit à la consommation qui, lui, est taxé à plus de 10% par an. Donc tu vois bien qu'il y a une Mm. inégalité forte. C'est-à-dire que ces personnes-là ont la capacité de pouvoir faire fructifier leur argent grosso modo à 7,5% par an, en payant 0% sur la valeur qu'ils font gagner à leurs actions, 0%. Et en plus de ça, ils peuvent se verser de l'argent réel sous forme de dette qui est taxée à 0%. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Alors, on va revenir un peu là sur ton histoire de crédit lombard. Euh,
Le truc avec le crédit lombard. Donc, si j'ai bien compris, c'est un prêt garanti par tes actions, justement, tes valeurs et tout ça. Oui, tout à fait vrai. Donc, ça te permet d'avoir du cash sans vendre rien du tout. On est d'accord. Sans déclencher d'impôts sur les plus-values et compagnie. C'est légal, mais oui, peut-être c'est à revoir. Mais ce qu'il faut pas oublier, ça reste pas de l'argent magique non plus. C'est quand même un prêt que tu vas rembourser avec un taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sur 50 millions, oui, ça fait mal. Et, euh, et si ton portefeuille chute, qu'est-ce qui se passe? Si là, tu meurs comme ça, donc et il y en a plein de gens qui pourraient le faire. D'ailleurs, je pense que ça se rapproche un peu à genre hypothéquer ta maison ou une merde comme ça, tu vois. Oups, désolé pour le gros mot. Et là, si, tu vois, c'est là tout où est le problème. De se baser sur quelque chose qui n'a pas qui n'est pas du réel. C'est que si ton portefeuille s'écrase, là, la banque, elle t'appelle, mais tu dois remettre du cash, en fait. Voilà. Tu dois vendre des actions, ou la banque va s'en charger pour toi, d'ailleurs, autrement. Et ça arrive. Et c'est là que ça ruine énorme. Alors oui, Alors, je me permets juste de répondre à ça, à ce point-là. c'est ça. Et juste un petit dernier truc, c'est que les intérêts sur ce crédit sont souvent plus élevés que la flat tax, Sur le crédit Lombard, je te le dis. Ouais. non. Bah, Je sais pas sur de quoi 5 tu parles. ans, en fait, bah, parce qu'on a souvent tendance à oublier en fait que oui, un taux d'intérêt à 3%, voilà, oula, c'est pas En fait, beaucoup. t'es pas taxé parce que c'est pas un gain d'argent, c'est Sur du gain 5 d'argent. ans, sur 5 ans, en fait, un crédit lombard là, sur 5 ans ou je sais pas quoi, les intérêts, ça peut souvent dépasser ce que tu aurais pu payer en impôts en flat tax. Ça, Non, parce qu'en fait, il y a un montage financier que je ne saurais pas expliquer exactement, qui consiste à renchaîner des crédits Lombard sur des crédits Lombard de telle manière à ne jamais payer d'imposition. Donc en fait, tu peux toujours t'en sortir pour faire des montages qui font que tu t'en sors utiliser toujours un comme une. crédit pour racheter un crédit, ouais, ça serait quand même du suicide, tout ça. Enfin, après, je sais pas. Mais Mais moi, c'est ce que font les ça, riches. je le vois plus comme un outil de gestion de trésorerie ou une chose comme ça, mais pas, Mais, pas ouais, une très bien. manière de payer zéro impôt, quoi. Moi, en tout cas, il y a un autre point qui m'intéresse par rapport à ce que tu viens de dire, c'est ce qui a l'air de te déranger, c'est le fait de taxer quelque chose qui n'est pas secure, on n'est pas sûr de la valeur réelle de ce que c'est, puisque ça pourrait chuter. Que, Pas Sauf que que, Ezekiel, c'est surtout taxer quelque chose qui ne t'a rien rapporté, que mais en fait, tu n'as pas touché un centime. moi, je Ça, suis ce n'est d'accord pas avec. de la fiscalité Ouais, réelle. attends, je réponds juste. Mais je suis d'accord avec toi sur un point. Si c'était vraiment risqué, ça serait problématique. Parce que, entre guillemets, les gens prennent des risques réels et en plus se font taxer. Donc le risque serait très vite compensé en fait par la perte liée à la taxe. Sauf que en réalité, avec les stratégies de diversification actuelles, c'est pas risqué de miser. Les gens achètent énormément de choses avec les ETF, les biens immobiliers, les crypto-monnaies, les sociétés d'immobilier à nouveau. Donc en fait, avec toute cette diversification, l'or, voilà, il n'y a pas de perte réelle. Si un champ s'écrase, tous les autres restent à peu près safe. Donc en réalité, ce montant de 7,5%, ok, il va varier un peu autour de 7,5%, mais il n'est jamais en dessous de 2%. Donc tous ces gens riches, ils vont gagner en argent. Et d'ailleurs, on observe qu'en France, le pourcentage des gens qui détiennent le plus d'argent de la France diminue. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de gens qui détiennent 50% des richesses de la France. C'est bien la preuve que ces stratégies d'optimisation fiscale, elles permettent réellement de s'enrichir. Et que ce n'est pas du vent. Et qu'il faut bien faire quelque chose. Et donc toi, tu es en train de me dire, ok, mais on ne peut pas faire ça. Mais dans ce cas-là, moi je te demande, si on ne peut pas taxer ces gains fictifs,
comment est-ce qu'on fait pour limiter les écarts qui grandissent avec le temps? Alors, je vais réfléchir un petit peu sur ce qu'on pourrait faire autre que taxer virtuellement. Quelque chose, moi, je ne suis pas contre le fait qu'ils participent un peu plus, mais avant même de vouloir les faire participer plus, je voudrais plus qu'on se penche dans la manière dont est dépensé déjà les milliards qui sont payés par tout le monde, que ce soit les ultra milliardaires. Parce que renchérir, remettre de l'argent à l'État, même mettre une taxe Zuckman qui va au final forcer les propriétaires d'actions d'entreprises à les donner à l'État pour payer cette taxe, va seulement créer un énorme problème au niveau bourse, au niveau réinvestissement, au niveau économie. Et ça, c'est l'OCDE le dit direct, hein. Je ne sais pas si tu connais. Tac, 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 tac. Comment c'était déjà ce truc? Ah oui, le lock-in, en fait. Le fait que les investisseurs ne vendent pas justement leurs actions pour ne pas être imposés. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ça, on pourrait dire que bon, bah, la taxe Zuckman, au moins, elle permettrait un peu ça, forcer un peu les milliardaires du coup, à vendre leurs actions pour pouvoir après payer leurs taxes sur la plus-value, sur la dividende, tout ça, machin. Sur la plus-value surtout. Mais l'OCDE eux-mêmes l'expliquent très clairement que taxer les gains non réalisés serait encore pire. Un manque de liquidité, effondrement boursier, vente forcée, volatilité massive. Enfin, ça serait un vrai carnage en fait. Alors, donc deux Ça choses par rapport à détruit ça. l'investissement en fait, complètement. Deux choses par rapport à ça. Moi, je ne suis pas du tout convaincu par ton argumentaire de dire que augmenter la liquidité crée des problèmes dans la bourse. Ça, je ne vois pas pourquoi c'est le cas. Et euh, au lieu d'invoquer l'OCDE, si tu peux le démontrer avec Augmenter des les fonds, liquidités? bah oui. Bah oui, parce qu'en fait, tout ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas forcer les gens à faire Ah, plus d'échanges à travers la bourse. Il va y avoir plus de ventes et plus d'achats, grosso modo. C'est ça que ça va de forcer les riches alors, à vendre leurs actions. Et l'autre point quand même, c'est que au pire, Zuckman, il propose que les gens ne soient pas forcés à vendre leurs actions, mais qu'ils payent carrément en pourcentage d'actions. Ce qui du coup excuse-moi. j- Attends, j'ai pas entendu ta dernière phrase, tu m'as dit quoi? La deuxième possibilité que propose Zuckman, c'est Ouais. que les riches puissent payer sans vendre leurs actions. Et en fait, ils donnent leurs actions directement. Ouais, voilà, il les donne à qui en fait? Soit au. Donc, il proposait soit de les mettre dans un pot commun, là, je sais plus comment il appelle ça. Moi, j'ai pas le nom exact, mais Un truc au comme ça. responsable fiscal de la personne d'où elle vit, tout simplement. Je sais plus. Ouais, je sais plus comment il appelle ça. Soit aux employés de, de la boîte. C'était ça. Ouais, très bien. Je suis pas sûr de voir où tu vas en venir. Ouais, non, là où je veux en venir, en fait, moi, c'est que, une fois de plus, je vous mets le lien de l'OCDE qui explique pourquoi, justement, aucun pays de l'Union européenne taxe les revenus. Mais c'est très bien, le CPE, mais je veux dire, là, on est dans un débat. Moi, je veux bien que tu m'expliques, toi, avec tes mots, ce qui, Tac. ce qui fait que ce serait un problème. Ok, parce que c'est pas suffisant de me dire l'OCDE dit que c'est un problème. Il faut que tu me montres pourquoi ça serait un problème. Je te montre. Bah, alors, bouge pas. Je vais essayer de te faire. J'avais
un petit schéma assez sympa, si je le retrouve. Si vous voulez streamer quelque chose à l'écran, hein, dites-le moi, s'il faut Ouais, que je retire le stream ouais, du ouais. temps de parole. Ouais, tu veux streamer un Non, truc? non, Non? là, non, non, faudrait que je le retrouve exactement. En fait, voilà, donc t'expliquer comment, quel impact ça a quand des gros actionnaires vendent massivement, en fait, quand ça fluctue comme ça en masse. Euh, le prix de l'action, déjà, chute, le fait de vendre euh, comme ça. Euh, tes actions, c'est la base de tout, en fait. Il faut que Mais attention, le marché soit stable. Il faut que les investisseurs puissent avoir confiance. Euh, le fait que le patron même de la boîte vende ses actions, c'est en général jamais très bon signe. non, mais attention, Tu moi, je suis vois pas où je d'accord veux avec en ça. venir ou pas? Je suis pas d'accord avec ça tout simplement parce que déjà, c'est 2% du patrimoine par an. Donc, ça veut dire que ces personnes-là, elles vont diluer la vente de 2% seulement sur un an complet. Et en plus, c'est pas dire qu'elles vont. Enfin, personne n'a que des actions dans sa propre boîte. Donc, ils vont vendre des actions, ils vont vendre du patrimoine dilué quelque part. Et en plus de ça, l'autre chose, c'est que si la taxe Zucman passait, en fait, les gens sauraient que les fluctuations qu'on observe dans le marché ne sont pas dues à des revalorisations réelles des actions qui sont survalorisées, mais simplement dues au fait que les gens doivent vendre une partie de leur patrimoine. Donc ça veut dire que ces actions n'ont pas de perte de valeur. Ce qui veut dire qu'elles vont trouver des acheteurs. Ce qui veut dire que le marché va s'équilibrer automatiquement. Donc en fait, il n'y a pas ce problème-là. Alors, ouais, là, je crois que tu minimises quand même beaucoup les choses parce que dire que 2% du patrimoine, c'est pas grand-chose. Là, on parle quand même donc des 0,001 ou 2, je sais plus exactement. 2% d'un patrimoine de 1 milliard, on est sur 20 millions d'euros, quoi. C'est dire que 20 millions d'actions en vente, dire que ça a zéro 20 000, ouais. impact, ça, Non, pardon. c'est complètement fou, quoi. On ne peut Mais 20 pas milliards, c'est vendre pas, 20 c'est pas, millions par an, c'est hein. pas- Par an en plus, hein. Attends, Attention. mais attention, déjà, on Si parle ça, pas que d'actions. On parle pas que d'actions, parce que ces gens-là, ils ont quand même de l'argent liquide, ils ont de l'argent dans l'immobilier, ils ont de l'argent dans leur boîte. Donc en fait, l'argent liquide, mais s'ils ont eu de l'argent liquide, ils ont déjà été taxés dessus. mais non, parce qu'ils peuvent faire des crédits Lombard. Donc en fait, ils sont même pas taxés dessus. Non, mais Mais les crédits on a dit, Lombard, c'est pas un attention, revenu. C'est pas un revenu. Faut pas mais il y a, arrêter. Faut arrêter ça de n'a pas besoin mettre. d'être un revenu. Tu vois, c'est là où on défend. On mélange tout en fait. C'est là où tu mélanges tout, Ezekiel, parce que si dans ce cas-là, en fait, le gars qui a fait un crédit pour sa bagnole, pareil, tu vas dire que c'est un revenu en fait, Mais non, justement, c'est parce ça qu'on que lui je a te dis. accordé un crédit. Ce que je te Donc dis, c'est il faut que, arrêter de prendre ça comme un revenu. Mais c'est pas une liquidité. Il va pas payer quoi que ce mais soit si, c'est une liquidité. avec ça. C'est ça la chose, justement. Il peut payer ce qu'il veut avec ça. C'est pas un revenu. Mais c'est pas une question de Ce n'est revenu. pas C'est une un question de. revenu. Mais Ah bah personne ne si, parle c'est de une revenu. question de revenu. Là, on parle quand même de la taxe Zuckman et de fiscalité et de revenus réels, soi-disant, selon Zuckman, Mais là, qui devraient être taxés. Alors, à un moment Alors, donné, moi, je veux bien qu'on s'écarte un petit peu, Ezekiel, mais Ezekiel, tu as un petit peu de retard dans le temps de parole, donc n'hésite pas à le rattraper ok. surtout. Vas-y, non, mais vas-y, Ezekiel, c'est je simplement t'écoute. que c'est simplement que la taxe Tuchman, c'est quelque chose qui cherche à rétablir non pas l'égalité sur la taxation du revenu, mais c'est sur la taxation de la richesse réelle des gens. Tout ce que dit Tuchman, c'est que la réelle richesse des gens ne se compte pas dans leurs revenus, justement. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont des montages financiers qui permettent d'éviter, de par le crédit en barre, de par les holdings, de par l'investissement, de payer autant de taxes que le français moyen. Donc ça veut dire qu'il paye moins de taxes que le français moyen,
et on n'a pas de solution pour les empêcher. Une fois de plus, c'est faux, ça, Ezekiel, et tu l'as dit d'entrée de jeu que c'était faux. Non, attention. Tu l'as validé. Tu m'as bien dit que, Non. vu qu'ils calculaient pas de la même manière, tu as bien validé que si on prenait les calculs des plus pauvres avec les aides, ils sont en taux d'imposition de la même manière, si tu calcules de la même manière que pour les plus riches, ils sont en négatif. Donc, à un moment donné, voilà, donc tu vas comparer des gonzes qui sont à moins 40% de taux d'imposition avec des ultra-riches qui seraient à 27%. Donc déjà là, moi, me dire que c'est injuste, non, si on prend les mêmes calculs de chaque côté, les vrais chiffres, c'est ça, c'est les plus pauvres sont à moins 40% de taux d'imposition, si on prend en compte toutes les aides et choses comme ça, choses qui ne touchent pas sur leur compte, hein, mais ils ont quand même des aides. Donc, et les 27%. Oui. Ouais, excuse-moi. Ça n'est pas ce que je dis. Moi, tout ce que je dis, d'accord, c'est que il y a un problème dans le calcul de Zucman qui me semble important de dire, qui est que pour les plus pauvres en France, spécifiquement en France, la quantité d'allocation réduit effectivement la taxe réelle qu'ils payent. Elle ne passe pas de 40% à moins 40%, mais elle passe plutôt de 40% à 20%. Certains particuliers pauvres reçoivent plus d'allocations que le pourcentage de taxes qu'ils payent. Et donc effectivement, pour ces particuliers-là, on se retrouve à des taxes réelles moins que zéro. Mais ça ne correspond pas du tout à la majorité des gens. Donc en fait, si on prend la part des personnes qui sont en France les plus pauvres, on descendrait plutôt à 20% de taxes réelles, comprenant du coup l'impôt sur le revenu et les cotisations moins les allocations. Mais pour le Français moyen qui reçoit beaucoup moins d'allocations, on passe peut-être de 45% à 40%, ou voire aller maximum à 30%. Et les plus riches restent quand même sur une part d'imposition qui revient à 26%. Donc, les plus riches, même si dans son calcul, Zucman, on pourrait montrer que les plus pauvres en France payent moins d'impôts que les plus riches, le Français moyen paye plus d'impôts que le plus riche. En pourcentage en plus. Donc c'est là qu'il y a un problème. Donc c'est ça que je dis moi, spécifiquement. Donc je dis pas que Zucman dit une fois de plus... Ouais, non, moi en fait, si tu enlèves en fait toutes pour moi, ce qui est des chiffres virtuels et des choses qui ne touchent pas en fait aux pauvres, aux riches plutôt. Ils sont plutôt entre 40 et 60% d'imposition. Ces gens-là. Pareil, je vais retrouver la source qui confirme ça. Et voilà, une fois de plus, dire qu'ils payent moins, je trouve ça abusé. Alors après, oui, une fois de plus, oui, il y a un problème sur l'optimisation fiscale. Oui, il y a un problème sur l'évasion fiscale. Mais pour moi, le plus gros problème est plutôt sur la dépense publique, en fait. Sur la dépense publique. Et c'est là que j'ai un gros problème avec cette taxe, c'est qu'elle va te faire croire, en plus, que cette taxe va pouvoir rééquilibrer les choses. Alors, en plus, explique-moi, même si ces chiffres sont vrais, là, les chiffres que tu soutiens, le fait de les augmenter de 2%, en quoi ça redeviendrait équitable? Pourquoi il ne les met pas au même niveau du coup? Pourquoi il ne les met pas à 40, à 50%? Alors, donc, ça, là, ça serait équitable, même plus, vu qu'ils sont plus riches. Donc, attention, c'est que le pourcentage, c'est sur le patrimoine de la personne et non pas sur le revenu qu'il gagne. Donc, en fait, ça représente une part plus petite, mais ça représente de l'argent réel beaucoup plus grand, puisque c'est une pourcentage de son patrimoine total. Et pourquoi 2%? C'est que, en effet, et beaucoup de gens soutiennent comme toi, que détenir des actions ou du patrimoine grandissant, c'est quelque chose d'assez risqué. Mais en fait, en moyenne, on montre que ça ne descend jamais en dessous de 2%, et ça se situe plutôt en moyenne pour les gens qui ont plus de 100 millions à 7,5% par an. Donc en fait, 2%, c'est une part raisonnable qui permet toujours aux riches de s'enrichir avec leur argent, tout en payant un taux qui est plus faible que le risque réel engagé par ces personnes-là. Donc en fait, c'est très bien comme ça.
Et en fait, en plus, on montre que les gens qui sont les plus riches s'enrichissent d'abord par l'argent qu'ils possèdent déjà. Donc il faut bien trouver une manière de taxer l'argent détenu par ces personnes-là, sous forme quelconque qu'ils aient. Et 2% par an de leur patrimoine semble tout à fait intéressant. Et moi, encore une fois, je ne dis pas que la taxe Zuckman, c'est la meilleure idée. Ce que je dis, c'est que si tu as un problème avec l'évasion, enfin, pardon, pas l'évasion fiscale, mais l'optimisation fiscale, il faut proposer quelque chose de meilleur que ce que propose Zuckman pour dire non à Zuckman. Parce que la taxe Zuckman, c'est une proposition qui rééquilibre un petit peu les choses. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est que tu as un problème avec la taxe Zuckman, mais tu n'as aucune autre option meilleure. Non, mais je suis pas contre, moi, qu'on taxe, l'immobilier. On pourrait taxer les gonzes qui ont des énormes maisons un petit peu plus, je suis OK avec ça, même les œuvres d'art, les choses comme ça. Il y a des propositions là-dessus, je suis OK, mais moi, je suis pas là pour proposer quelque chose qui va remplacer la taxe Zuckman, attention, hein. Moi, je suis seulement en train de te dire qu'on utilise une taxe à des fins idéologiques pour faire croire que les riches payent moins d'impôts que les pauvres en prenant pas le même calcul d'un côté que de l'autre. Et une fois de Attention, c'est plus, le même calcul. et tu le fais, toi. Mais attention, parce que là, tu viens de dire quelque chose qui est faux. Tu dis qu'ils ne prennent pas du même côté de l'un que de l'autre, mais c'est pas vrai ça. Le calcul, c'est le même pour tous, mais la différence, c'est que les pauvres, en pourcentage des allocations, représentent beaucoup plus que leurs revenus, et les riches ont du patrimoine. Donc en fait, c'est ça, c'est la même chose. C'est juste que effectivement, les riches ont du patrimoine et les pauvres n'en ont pas. Donc quel dommage qu'effectivement, il y ait un déséquilibre sur ce calcul-là. C'est évident. Et la deuxième chose, donc, ce que je comprends pas, c'est que tu me dis, ok, je serais pas contre qu'on taxe l'immobilier et l'art, mais si on le fait, si on taxe l'immobilier et l'art sur la détention de l'immobilier et de l'art, en fait, ça revient à la taxe Zuckman, puisque ça taxe le patrimoine détenu, qui n'est pas de l'argent réel. Donc, ça revient au même, je comprends pas. Alors, pas vraiment, non, parce que je, là, la taxe Zuckman, elle va prendre en compte les fluctuations de la valeur de ce que tu as. De ce que tu as, une valeur que tu n'as pas touchée. Une fois de plus, je le répète, une valeur qui ne t'a rien rapporté. C'est seulement quelque chose de virtuel qui peut s'effondrer demain ou exploser le lendemain. Et même ça, je trouve ça super dangereux, même de payer une taxe avec une action qui pourrait s'écrouler, en fait. Tu vois? Non, mais je comprends que. Enfin, je sais pas ce que tu en penses là-dessus, toi, mais. Mais non, mais moi, ce que j'en pense, c'est que c'est faux. C'est pas si risqué que ça, puisque les gens diversifient largement. Ils misent pas tout sur Nvidia qui va s'effondrer demain parce qu'il y a une meilleure. Non, non, mais l'État va se retrouver donc avec des actions qui, au moment de payer cette taxe, valent tant. Mais si ça s'écroule derrière, cette action que l'État s'est servi pour cette taxe-là, qui soi-disant devait lui rapporter tant, si cette action ne vaut plus rien, Mais comment on le fait? but de l'État n'est pas de vendre les actions qu'il reçoit directement. D'ailleurs, l'État investit déjà dans des fonds, que ce soit des fonds de crypto-monnaie, que ce soit des fonds immobiliers ou que ce soit des fonds monétaires européens ou Bien sûr, internationaux. Donc, s'ils bien le font sûr. déjà, il n'y a aucun problème à ce qu'ils le fassent avec les Ah non, détentions mais des. qu'ils investissent dans quelque chose, c'est une chose. Mais que on puisse payer avec quelque chose qui n'a pas de valeur fixe, tu n'y vois pas un problème, toi. Ben non, puisque en plus d'ailleurs, ça me semble encore plus. Moi, c'est là que je rejoins ton point, c'est que ça me semble encore plus faire que les gens qui sont taxés sur des valeurs fictives payent en fait des valeurs fictives. Donc en fait, on résout même ton problème. Tu dis, le problème c'est que ça fluctue, et l'État veut de l'argent qui ne fluctue pas. Et là, on te dit, ça fluctue, et en plus, tu payes un pourcentage de fluctuation. Autrement dit, si les actions chutent demain, bah, l'État aura prélevé à ces gens riches un pourcentage équivalent de la chute qui vient de se passer. Donc tout va bien. Pourcentage, mais non, mais t'es pas censé ignorer qu'on
paye pour l'année d'avant, précédente. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si l'État ne revend pas les actions qu'il a prélevées, eh ben, il a payé l'année précédente un supposément dû valeur d'un certain pourcentage, mais il récupérera le même pourcentage de valorisation que ce qu'il reste à la personne qui a les actions. Évidemment que le prix aura fluctué, mais il aura fluctué chez les deux personnes. Il aura fluctué chez le milliardaire et chez l'État. Donc il n'y a pas de problème. Le milliardaire aura juste payé un pourcentage. 2% en l'occurrence. Avec de l'argent qu'il n'a jamais touché Oui, mais l'État non plus. et avec un titre. Et l'État non plus. Et donc, en quoi ça va aider quoi que ce soit, en fait? En quoi cette taxe, une fois de plus, ça en fait partie de l'idéologie, en quoi cette taxe devrait être efficace sur quoi que ce soit? Mais Si en ce fait, n'est juste, oui, un côté idéologique, oh là là, regardez, on a mis 2% sur une valeur que les ultra riches ont. en fait ces gens ultra riches, ils représentent déjà un potentiel. En fait, tout seul, je crois qu'il y en a que 1800. Non, c'est combien il y en a en France il y a 1800 de plus de 100 millions, je crois. Si on taxait ces 20%, en fait, ces gens-là tout seuls représentent une part non négligeable de toutes les allocations qu'on peut faire pour les autres. Donc, taxer ce peu de gens, ce fameux 2%, bah, ça permet justement d'avoir cet argent, 20 milliards. Ce qui est très très bien en fait. Ils participent 20 davantage. milliards, 20 milliards, ces 20 milliards là, ces chiffres ont été revus beaucoup, beaucoup à la baisse, hein. On parle plus de 5 milliards Non mais qui tu as pourraient certains rapporter que économistes de qui 20, hein. l'ont revu à la baisse. Attention. Attention, parce Euh, il n'a pas une été énorme revu. majorité à l'heure d'aujourd'hui. Alors non, mais ça c'est faux ça. Ça c'est faux. Je pense que tu parles du fameux Antoine Lévy, principalement. Je sais pas. Enfin, j'imagine que il y a pas tant que ça de. En fait, il y a à peu près autant Désolé, de j'ai gens pas qui. eu mon micro coupé. Non, c'était pas Lévi. Je vais te redire exactement qui avait revu tout ça. Non mais très bien. Moi, je ne dis pas qu'il y a des économistes que les économistes sont tous d'accord. Mais par contre, c'est complètement faux de dire que la majorité des économistes sont d'accord pour dire que Zuckman dit n'importe quoi. Ça, c'est faux. Effectivement, j'ai bien vu ce chiffre de 5 milliards qui a été revu à la baisse. Et en fait, il se base sur quoi? Il se base sur l'ICF. Sur l'ISF, pardon. Sur l'ISF qui, a priori, pour 1 € qu'il devait prélever théoriquement, relevait en réalité que 0,25 centimes. Mais là, on est dans un contexte différent où ce qui permettrait à ces gens-là de faire gagner, enfin, moins d'argent que les 20 milliards, ça serait de fuir le pays, en fait. Donc l'exil fiscal. Sauf que sur ce point-là, en fait, on a démontré qu'il n'y a pas beaucoup d'exil fiscal réel quand on fait une augmentation de 2%. Aux États-Unis, il y a eu une augmentation nette pour un équivalent de gens les plus riches, et ça a produit un exil fiscal d'environ moins de 0,1% de ces gens-là. Donc en fait, c'est très 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 peu, très marginal. En Suède et au Danemark, il y a eu la même chose, et moins de 2% des gens riches étaient partis par exil fiscal. Pourquoi ça? Tout simplement parce que les raisons de l'exil fiscal ne sont pas complètement fiscales. Les gens ont d'autres attaches à leur pays, la famille, le cadre de vie, etc. Peu importe. Donc en fait, l'exil fiscal est surestimé. C'est pour ça que moi je conteste ce chiffre de rebaisse à 5 milliards. Et je pense que la valeur se situe plus à 15 milliards. Alors, bah, c'est cool que tu la rejettes, mais bon, on a quand même le think tank Tax Foundation qui l'a revu à la baisse aussi. Tu as un collectif de 7 économistes français, Philippe Agion, Christian Gaulier, enfin voilà, que j'ai mis dans, 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 dans le chat cette source. On a Larry Summers euh, qui a déclaré qu'après examen des données utilisées par Zuckman et Emmanuel XVI, ils étaient environ persuadés à 98,5% que les données de Zuckman sont inexactes et trompeuses.
Mais très Enfin, bien. je Moi, veux dire, à un moment donné, c'est pas un gars qui est contre Zuckman qui l'a revu, qui a revu ses chiffres à la baisse. Quant à le fiscal, ouais, excuse-moi, j'ai encore un peu d'avance. Vas-y. non, tu me donnes des noms comme ça de gens qui sont contre. J'ai pas le temps là tout de suite de vérifier ce qu'ils ont dit. Moi, ce que je te demande comme question, c'est quel est l'argument qui fait qu'on revoit à la baisse ce chiffre? Parce que ce chiffre, il est relativement simple. Il prend juste 2% du patrimoine des gens les plus riches en France, qui correspond à 1800 personnes qui ont plus de 100 millions d'euros. Et ce chiffre tombe sur 20 milliards. Donc, ma question, c'est qu'est-ce qui fait revoir ce chiffre à la baisse? Faudrait que je revoie l'étude complète. Je l'ai mis dans le chat. Mais en tout cas, voilà, elle a été revue à la baisse par énormément de personnes, dont c'est le taf, et qui sont, de ce que je vois, Moi, c'est ce que je te dis, c'est que ça se basait à des... la base. Enfin, à mon avis, ton argumentaire, c'est que ça se basait sur Parce que c'est l'ISF. quand même... Non, non, parce qu'il y a quand même un gars, donc Larry Summers, c'était lors d'un panel avec l'un des co-auteurs de Zuckman. Mais c'est très bien, ces gens-là sont très intelligents, je n'en doute pas. Mais tout ce que je dis, c'est que sans argumentaire, tu peux me dire ça, ça n'a pas de valeur. Moi, ce que je te dis, c'est que Parce l'ISF, que... il avait enfin, l'ISF en pratique était 20% efficace de ce qui était pensé de base. Mais l'ISF, c'est complètement autre chose. Et l'ISF, je rappelle, enfin, donc du coup, ce qui sont, à mon avis, l'argumentaire qu'il y a, mais je ne sais pas parce que c'est toi qui me le dis, ils ont appliqué ce pourcentage sur la taxe Zuckman en disant, bah voilà, hop, regardez, on a déjà essayé ça dans le passé, et c'est la même chose. Mais moi, je conteste ça, puisque je dis euh, que les... sur la taxe Zuckman, ce que je dis, c'est que le principal critère qui pourrait faire revoir à la baisse, c'est l'exil fiscal, et je viens de rejeter Alors le... non, Bah alors, ouais, dis-moi. alors je vais reprendre. Alors, les critiques qui sont faites là sur la revue à la baisse, c'est que Zuckman utilise un revenu économique qui inclut les plus-values non réalisées, machin, bidule, qui le mêle aux impôts réellement payés, conduisant donc à des taux, ça c'est ce que j'ai dit, que les estimations de recettes pour la taxe qu'il propose et ne tiennent pas suffisamment en compte bah oui, du comportement de fuite, d'optimisation ou de vente forcée. Donc, c'est- L'impact de tous ces trucs-là a été complètement sous-estimé. Et que certaines hypothèses, méthodologiques sont contestables, on va dire. Mais très bien, donc là, c'est Sur bien, tu m'as donné l'imputation de l'impôt, sur les sociétés, aux actionnaires, tout ça. tu m'as donné tes Et arguments. Donc, c'est la présence ouais, de liquidité, enfin, trop de ouais. liquidité dans la bourse et l'exil fiscal, si je reformule ce que tu viens de dire, grosso modo. Et l'exil Moi, fiscal de l'ISF, tu penses qu'il était... non, justement, c'est pour ça que je dis que c'est différent l'ISF et la taxe Zuckman. C'est que l'ISF n'empêche pas des optimisations fiscales. Alors que la taxe Zuckman, c'est le principe même. Il n'y a pas d'optimisation fiscale. Si tu as ton patrimoine, tu as ton patrimoine. Et c'est comme ça. Et tu paieras dessus. À l'ISF, tu peux optimiser fiscalement. Et donc ça, c'est Alors, pour ça que je rejette cette partie-là. Et la deuxième chose, l'exil fiscal, je dis que aux USA et en Suède et au Danemark, on s'est intéressé à la même pourcentage d'imposition nette sur ces gens-là, donc c'est-à-dire environ 2%. On a une exil fiscale qui est très très faible, entre donc 0,1% à 2% pour le Danemark. Et ce que je dis, c'est que, donc, ok, très bien, peut-être que c'est surestimé du coup de considérer que aucun ne va fuir, mais si on considère que 2% vont fuir, on va pas passer de 20 milliards à 5 milliards, on va passer de 20 milliards, aller à 18 milliards. Donc très bien, en fait, on s'en fout. C'est très bien comme ça. l'exil fiscal, je vais quand même te redonner quelques chiffres. Alors oui, l'exil fiscal de l'ISF. Alors oui, toi tu dis que parce qu'avec l'ISF, il y avait plus d'optimisation. Mais selon un rapport de la Direction générale des finances publiques de 2016, il y a eu environ quand même 10 000 foyers fortunés qui ont quitté la France. On ne parle pas d'optimisation fiscale, hein. Là, on parle de gonzes qui c'est 10 000 personnes qui ont quitté la France, rien que ça. Si je te parle quand après des sorties des capitaux estimés, c'est entre 200 à 300 milliards sur 25 ans. Pareil, rapport parlementaire 2010.
enfin, je veux dire, et rapport de direction générale aussi des finances publiques, une perte des recettes fiscales, mais directe, quoi, sur tout ça. Enfin, me dire que c'est pas pareil, il va pas y avoir de, de, de trucs aussi pires, c'est complètement faux, hein. Euh, Parce que l'ISF donc ne taxait pas l'entreprise. La taxe du PAN, oui. Donc, enfin, je veux dire, les possibilités en fait d'exil fiscal sont bien pires que celui de l'ISF. Donc ton chiffre de l'ISF, il est intéressant, les 10 000. Le problème, c'est que j'ai pas sur combien de personnes, donc en fait, je peux pas le faire fructifier dans ma tête. Il faudrait un pourcentage. C'est-à-dire, Bah, tu me dis 10 000 euh, personnes, des personnes les plus fortunées, mais ça veut dire quoi, les personnes les plus fortunées? C'est les fameux plus de 100 millions? C'est des gens qui ont non, plus non, de... pas des plus fortunés, non, non, c'est 10 000 foyers fortunés qui ont quitté Oui, la mais France suite fortuné, à ça veut ça. dire quoi? Ça veut dire quoi, fortuné? Tu me dis 10 000 fortunés. Bah, très bien, mais... Ah bah, c'est ceux qui devaient tomber sous le coup de cette règle. Le problème n'est pas de savoir ce que ça représente. Le fait Mais est l'ISF touche beaucoup plus de te de gens. montrer qu'il y a un réel risque d'évasion, d'exil fiscal. Euh, et même si on utilise donc le truc qui voudrait un bouclier, il parle de bouclier, de dire que bah, ces personnes-là, même si elles se barrent, bah, pendant 5 à 10 ans, elles vont être obligées de payer la différence entre ce qu'ils payent à l'étranger et ce qu'ils auraient dû payer en France. Oui, mais ça, Ok, j'y très crois pas bien. trop. 5, il parle de 5 à 10 ans. Et dans 5 ou 10 ans, du coup, on fait quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Alors, Parce donc, moi, que je reviens... moi, me dire que ça va les empêcher de partir, j'ai un peu du mal. C'est soit on fait tout, soit on fait rien. Tu vois, oui, chez les Américains, ça fonctionne cette technique parce que eux, t'as pas en fait d'échappatoire. On te laisse pas 5 ans, 10 ans à payer plein tarif, puis après open bar. Je veux dire, voilà, il y aurait encore tellement de possibilités pour eux de faire de l'optimisation pour supporter ce coût que ça va être et faire même plus de bénéfices à l'étranger, faire fructifier de plus en plus leurs entreprises à l'étranger et prendre ce coût-là pendant 5 10 ans. Et après, c'est bon. Après, on n'entend plus parler de pays. Et là, jackpot pour le pays dans lequel ils seront. Je veux dire, pour moi, ça n'a aucun sens de dire ça. Donc, je reviens sur l'ISF, parce que tu me parlais de ça. Moi, ce que je disais, c'était que tu me dis 10 000 des plus fortunés. Moi, je te dis ça, enfin, entre guillemets, ça veut rien dire. On était là, on représente les 1800 les plus fortunés en France. Et de par donc, ces deux études, on pourrait s'attendre à que 2% fuient par exil fiscal vraiment lié à la fiscalité. Là, tu me dis 10 000 sont partis pour l'ISF. Mais en fait, 10 000 sur combien? Parce que si ça représente 1% des gens qui étaient concernés par l'ISF, en fait, c'est OSEF. Donc, c'est. Voilà. Alors, ouais, dire que c'est OSEF, ok, bah, je verrai tout ça. Non, mais il Et faut un je voulais pourcentage, aussi ça te veut rien ramener dire un chiffre comme ça. Il faut que Ok, tu me dises un pourcentage du nombre de gens qui étaient concernés. Mais bon, bref. ok. C'est très bien. Toi, tu dis que je surestime, enfin, je sous-estime l'exil, et moi, je dis que tu surestimes l'exil. Donc, on est très avancé. D'accord. Moi, on est très avancé, super, génial. Et je voulais aussi ramener sur un petit truc, c'est que pour que parce que l'ISF taxait 0,5 à 1,5%, je crois. Donc, la taxe du pain, donc c'est 2%, si je ne me dis pas de bêtises, 2% net. Oui. Donc, 3 à 4% vendus. En fait, 2%, en fait, ça paraît gentil. Mais en fait, il faudrait en réalité, qu'ils vendent 3 à 4% chaque année pour générer ces 2% après la flat tax, tu vois. Oui, c'est tout à fait vrai. Et c'est pour ça que je pense que, Donc en effectivement, 10 ans, la ton flat tax entreprise n'est est pas. diluée de moitié, en fait. Je ne sais pas si Attends, tu te quoi? rends compte, mais en 10 ans, c'est la moitié de ton entreprise que tu donnes à l'État Mais non, parce ou que à l'entreprise, d'autres elle gosses continue qui de n'en croître. voudront pas. Ça, c'est sûr. L'entreprise continue de croître. Donc, en fait, ça n'a pas de. La valeur des actions va revenir au même. Ça n'a pas de sens ce que tu viens de dire. L'entreprise continue Oui, mais l'entreprise sur quoi continue tu de te bases croître. pour... Donc, en fait, mais parce que je te dis que
les gens les plus riches, ces fameux 1800 personnes, ils ont un taux de croissance de leur patrimoine observé lié à leur argent de 7,5%. Donc en fait, il n'y a pas de perte. C'est pas comme s'ils allaient perdre tout d'un coup. En fait, ils compensent plus par leur argent que ce qu'ils doivent vendre, même s'ils vendaient 3 à 4%. Et en plus de ça, moi ce que je dis, c'est qu'effectivement c'est un problème, ce fameux passer par la flat tax pour donner de l'argent à l'État. Donc je pense que c'est une bonne idée de trouver des solutions qui ne passent pas par la flat tax, voire même d'exonérer la flat tax dans ces cas-là, spécifiquement pour cette taxe, la taxe Zuckman. Donc je pense pas que ça soit rédhibitoire, en fait, comme problème. Voilà, donc même si, c'est ce que je dis, donc 2 points, même si ça c'est 3 à 4% qu'ils devaient vendre, c'est pas grave, puisqu'en moyenne ils sont à 7,5%, donc c'est largement suffisant. Et en plus, ça n'est pas rédhibitoire de considérer d'autres options comme l'exonération spécifique pour payer leur taxe Zuckman en France. Donc, toi, là, ce que tu viens de me dire donc, au départ, c'est que les riches, en final, ils s'en ficheraient de vendre 2% par an parce qu'ils gagnent plus que ça en bourse? Ben, c'est pas qu'ils s'en fichent, forcément que ça les fait chier. Mais c'est pas que. C'est que, en fait, ça n'est pas un problème. En fait, on ne renverse pas l'exponentialité. Ils resteront toujours exponentiels grâce à leur argent. D'accord? Donc ils vont pas perdre de l'argent parce ils donnent 2% par an. Il y a La un truc part que j'arrive majoritaire, pas. enfin, la croissance du patrimoine des plus riches est en majorité expliquée par l'argent qu'ils ont et non pas par ce qu'ils font. Donc en fait, c'est la rente qui leur assure de croître en argent. D'accord? Donc ça veut dire que même si on les taxait à 2%, ils continueraient de croître plus avec leur argent uniquement, sans rien produire, juste parce qu'ils possèdent des choses. Avec leur argent, mais de quel argent tu parles en fait? Il y a un truc, j'ai l'impression que tu mélanges un peu tout là. Avec quel argent tu parles en fait? On parle de leur patrimoine, ce fameux argent virtuel, comme tu l'appelles. Ouais, ouais, ouais. Le Et donc, patrimoine, bah, en fait, non mais je comprends pas ce que tu comprends pas. bah, moi, quand tu me dis que même si ils payent 2%, bah, ils s'en foutent parce qu'ils gagnent toujours. Mais attention, Ils je sais gagnent pas dit toujours? foot. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'ils Non, mais qu'ils pourraient s'en s'enrichiront foutre en toujours. tout cas. Bah oui, enfin, ils continueront, même en payant 2%, de s'enrichir par an. Donc voilà, il n'y a pas de Mais problème en fait. On va pas les appauvrir, les pauvres riches. non, mais c'est même pas histoire de les appauvrir en fait. Et je suis pas en train de défendre les riches, hein, qu'on soit bien d'accord. Je suis en train d'expliquer que cette taxe euh, est basée et dire qu'ils s'enrichissent toujours. Non, c'est faux ça en fait, Ézéchiel. Mais qu'est-ce que tu La racontes? bourse, c'est pas eux, c'est pas eux qui décident de ce que fait la bourse. C'est pas eux qui vont décider qui peuvent décider Mais il n'y a pas que du la prix bourse, il n'y a pas que les actions dans la vie. Oui, Ils ont plein de ouais, choses, ouais, plein patrimoine, mais d'oiseaux. bah, c'est pas eux qui vont décider aussi du prix de leur maison, Non, mais bien de sûr que ça va l'augmentation du fluctuer. prix de leur patrimoine. Mais attention, Mais s'il y a un crack planétaire dans lequel le prix de l'immobilier chute, le prix de la bourse chute, en fait, tout le monde va s'appauvrir. Donc en fait, ça va rien changer. Ok? Ce que ça changerait, c'est si eux non, uniquement finissent par s'appauvrir. Mais si toutes les banques font faillite, mais non, 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 non. Mais non, tu l'as dit tout à l'heure, les pauvres n'ont pas d'action, ne sont pas propriétaires. ils ont juste pas Donc d'argent. non, non, la bourse s'écroule. Oui, Non, effectivement, les gens qui auront de il l'argent y en aura pas le même, il liquide, y aura pas le même impact. les gens qui auront, Ton entre guillemets, argument. des milliards liquides, peut-être resteront riches, entre guillemets. Mais en fait, le Pékin moyen qui a ses 50 000 euros sur son compte et qui s'économise pour s'acheter une maison, ça changera pas sa vie, en fait. Il va pas devenir riche. Donc en fait, c'est un faux problème. C'est un faux problème. C'est safe d'investir. C'est comme ça qu'ils s'enrichissent. Donc en fait, même les taxer 2%, ça ne change rien. Ils s'enrichiront toujours. Et tout ce que je veux dire par ailleurs, moi, ma conclusion dans tout ça, c'est que à l'heure actuelle, il faut absolument taxer cet enrichissement passif, parce que c'est ce qui explique en majorité leur enrichissement, et qui fait croître les inégalités au fil du temps, notamment en France, et qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de proposition autre sérieuse qui résout ce problème-là. Et en fait, ces fameux 2% sont une proposition tout à fait respectable, spécifiquement liée à ce problème-là. Ouais, bah, écoute, moi je vais une fois de plus te dire que l'OCDE, tout le monde, tous les
organismes qui sont penchés là-dessus euh, l'ont clairement dit que cette taxe serait pire que cette espèce un peu de blocage qu'il pourrait y avoir si personne ne revendrait leurs actions. Euh, de par, une fois de plus, la perte de confiance des investisseurs, la baisse de la valeur des titres des entreprises. Voilà. C'est... Ouais. Très bien. Bah, je n'y crois Je vois pas. Je pense que pas. tu surestimes le nombre de gens qui pensent ça. Et effectivement, bah, je sais pas de quoi tu parles sur le CDE. J'ai pas lu ce rapport spécifiquement. Donc, je ne peux pas Bah, spécifiquement contredire ça. Sur les arguments que tu as apportés spécifiquement, c'est-à-dire l'exil fiscal euh, et la liquidité, bon, on en a déjà débattu, donc j'ai déjà donné mon avis. ouais, ouais. Et puis, enfin, je veux dire, c'est si aucun pays de l'Union européenne fait ça, c'est vraiment pas pour rien. Ça a été étudié. Bougez pas. Hop là, je vous mets un petit lien de Mais c'est l'OCDE. dommage, enfin c'est dommage. Je ne sais pas si ça t'intéressait à la base, mais je pensais que tu allais partir sur quelque chose du type que... Enfin, sur le mérite des riches, quoi. Mais on n'est pas du tout parti là-dessus. Mais bon, tant mieux. Le mérite des riches, c'est-à-dire. Bah non, mais on aurait très bien Vas-y, pu explique-moi. défendre. Parce qu'en fait, pour moi, c'est absolument indéfendable de dire que ces 2% par an vont empêcher les riches de s'enrichir. Donc en fait, je pensais que Non, tu allais partir sur quelque chose du type que, en fait, ils ont pris des risques, blablabla, c'est risqué la bourse, et c'est normal qu'ils non, s'enrichissent non, par ailleurs. non. Ah, pas du tout. Moi, je pars pas du tout sur ce principe-là. Je parle vraiment juste. Moi, mon but, c'est vraiment de faire comprendre aux gens que il est faux de dire que le pécor moyen dont je fais partie est taxé entre 40 et 50%, alors que les ultra riches le seraient à 27. Parce que c'est faux. Ou alors, faudrait refaire un autre calcul où moi, quand je fais ma déclaration d'impôt, eh ben, je vais prendre la valeur au, à l'Argus de ma bagnole. Je vais prendre la valeur de mon nouveau frigo, la valeur de tout, en fait. Euh, imaginons, j'ai acheté une petite Twingo, et ben voilà, je vais prendre la valeur de ma petite Twingo. Oui, mais en fait, c'est tout à fait logique que les gens qui possèdent plus payent plus, en fait. C'est juste équitable, en fait. Tu es en train de remettre en cause l'équitabilité, là. L'équité, pardon. 10 minutes avant le temps de conclusion. J'ai pas compris. Ah, Tu es en ok. train de remettre... J'ai- Ah, non, pardon. Tu es en train de remettre Ouais. en l'équité. C'est-à-dire que le fait que tu possèdes plus que quelqu'un d'autre, c'est normal que tu aies plus à payer, tout simplement. Donc, en fait, il n'y a pas de problème. Donc, effectivement, oui, si tu possèdes une maison, si tu peux te permettre de posséder une maison, il est normal que tu payes davantage. Oui, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas se permettre de posséder une maison, mais qui en possèdent quand même une. Mais Tu en vois. plus, là, pour la maison, Et, à la et limite, ces ça, personnes-là n'ont pas les sous de payer une taxe Zuckman sur une valeur d'un truc qu'ils n'ont pas payé en plus, qui n'ont pas payé ce que ça vaut à l'heure où il faudra payer la taxe et sur laquelle ils ne se sont pas enrichis. bon, après, moi, là, j'ai rien à rajouter, ça tourne en rond. Moi, je défendrai toujours le même Ok. point. Ces fameuses richesses virtuelles, elles ne sont pas si virtuelles que ça. C'est l'outil principal de l'enrichissement de ces personnes-là. Donc, c'est ça qu'il faut taxer. C'est ça le fondement du problème. Peut-être que la taxe Zuckman, elle peut être remise en cause, mais il faudra quand même taxer ces choses virtuelles-là. Et je ne vois pas d'autre manière de le faire qu'une proposition telle que les 2% par an sur la taxe nette, enfin sur leur patrimoine net. Ça me semble extrêmement bien. Bon, Ok, bah bon. ouais, je Si crois vous qu'on avez a plus fait le rien à vous tour, dire, Walter, hein. ok, on peut passer au temps de conclusion. Bon, bah, du coup, je remets les compteurs à zéro et donc c'est à ce mec de commencer, 5 minutes maximum de conclusion ininterrompue. Ok.
Donc, voilà, moi, au fond, la taxe Zuxman repose sur une idée simple, presque séduisante, j'ai envie de dire, faire payer les riches. Dans l'idée, je ne suis pas contre, loin de là. Je ne suis pas dupe. Je sais qu'il y a une optimisation, une évasion fiscale énorme et c'est un manque à gagner. Mais quand on regarde la mécanique, on se rend compte que ce n'est pas un impôt, que c'est une idéologie qui se déguise en fiscalité, quoi. Zuckman il n'a pas du tout mesuré l'impôt réel. Une fois de plus, il a gonflé ça artificiellement, revenu des milliardaires en ajoutant des gains imaginaires, des plus-values non réalisées, des valorisations boursières, des chiffres volatiles. Et forcément, quand on divise un impôt réel par un revenu inventé, on obtient des taux artificiellement bas. C'est la base. C'est un tour de passe-passe statistique, pas une réalité fiscale. Une fois de plus, la réalité fiscale n'est pas celle-là. Dans la vraie économie, on ne taxe pas l'air du temps, on ne taxe pas une valeur qui peut disparaître demain, on ne taxe pas un actif qui n'a pas, que tu n'as pas vendu. On taxe des revenus réels, de l'argent réel, au moment où il existe. C'est la base de toute fiscalité moderne. La taxe Zuckman, elle, impose la volatilité, force les ventes, détruit le contrôle des entreprises, pousse à l'exil fiscal et met en péril tout le capital productif. Elle ne réduit pas le déficit, elle ne finance rien de stable, elle fragilise les entreprises françaises et organise, oui, une fuite massive des investisseurs et des fondateurs. Alors oui, on peut vouloir plus de justice fiscale. Ça, c'est clair. On peut vouloir que les riches contribuent davantage. Mais on ne construit pas une nation en taxant des mirages. On ne construit pas une politique sur une illusion de richesse. Et surtout, on ne détruit pas l'économie pour satisfaire une émotion. La taxe Zuckman n'est pas une solution. C'est un slogan moral, un logiciel militant, un fantasme dangereux. Et si on veut une fiscalité juste, on doit rester dans le réel, pas dans la magie des tableurs. On taxe ce que tu gagnes, pas ce que ton patrimoine fait semblant de valoir. Voilà la seule fiscalité qui fonctionne dans un pays sérieux. Ok. C'est bon Bah, merci pour moi. Smeg. Et Ezekiel, bon bah toi pour ta conclusion. Donc moi, je reviendrai sur un constat simple. En 2010, 10% des plus fortunés détenaient environ 40% du patrimoine brut en France. En 2021, ils en détiennent presque 50%. L'écart entre les plus riches et les plus modestes se creuse. Et l'outil principal pour creuser cet écart, c'est le gain sur la possession. C'est d'ailleurs le cas depuis extrêmement longtemps. Il faut donc imposer les possessions. C'est pas un mirage et c'est plutôt être naïf que de penser que ça n'est pas un moyen de s'enrichir stable. La taxe Zuckman n'est pas parfaite, mais elle permet au moins de contrer ce problème-là. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas de proposition sérieuse qui réponde mieux à ce problème. Je finirai par dire que penser que les riches vont fuir le pays parce qu'ils devront payer 2% est naïf. En réalité, ils vont continuer de s'enrichir en France. Et c'est une compensation mineure à ce problème d'accroissement des différences entre les Français. Voilà. Ok, bah, merci Ezekiel, merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat et aux personnes qui sont dans le public. Bon, j'avoue qu'il n'y a pas énormément de monde ce soir, je crois que la fiscalité nous intéresse moins que la religion, la philosophie et ces sujets-là, mais bon, c'est important de pouvoir en parler aussi. Je vais lancer les votes tout de suite, voilà, et d'accord, alors attends, euh, c'est pas normal, hop, voilà, et donc Smeg... et Ezekiel. Voilà.
Donc je vous rappelle que pour pouvoir voter, vous devez avoir assisté à au moins 60% du match et être validé sur RPMP. Je crois que c'est le cas, en tout cas la validation, c'est le cas pour vous tous. Votez, voilà, en votre âme et conscience, pour le débatteur dont vous estimez qu'il est le plus méritant et pas en fonction de votre avis a priori sur le sujet qui a été traité ce soir, hein. Je vais commencer à faire monter quelques personnes pour la FAQ. Et je rappelle également que ce qui est dit lors de la FAQ ne doit pas être tenu en compte lors de l'attribution des votes, mais uniquement ce qui a été dit lors du débat qui vient de se terminer. Donc on a Rafe qui a levé la main, donc c'est le seul pour l'instant. Je vais le faire monter tout de suite. Bonsoir Rafe, on t'écoute. Salut. Alors merci pour le débat. Un peu déçu par le contenu pour être très honnête parce que je pensais pas que ça allait tourner de, autour de technicalité. Juste revenir à ce que tu as dit en dernier, c'est pas. T'as dit Smeg, pardon, que c'était pas une taxe morale. J'ai l'impression que c'est deux morales. Je suis pas certain que ce soit vraiment lié à la morale. Mais en tout cas, si c'est lié à la morale, il y a deux morales qui s'opposent ici, hein. C'est l'égalité contre la liberté individuelle, la proportionnalité contre la non-agression, littéralement, et une notion collective contre une notion individuelle qui est assez contradictoire avec les fondements de la République française. Je parle pas du monde ou de l'Europe, mais vraiment de la République. Et notamment la notion d'égalité devant l'impôt, par exemple. Et sinon, j'avais quand même quelques questions, mais je sais pas si. Je vais pas parler de Twingo. Ou alors si, peut-être, je vais parler de Twingo. Allez, parlons de J'avais des Twingo. questions. J'avais Je des sais questions pour plus. toi, Sveg. Si, non, non, mais Ah bon? il sait pourquoi on a parlé de Twingo. De Twingo, hein. Ah Bon. putain, c'était un petit clin d'œil, ouais. Alors, on va imaginer un truc tout bête. On se retrouve tous les deux avec 1000 euros, hein. Déjà, ça me plaît. On imagine que 1000 euros, on peut acheter une Twingo avec, d'accord? Hum. Moi, je mets mes 1000 euros dans une boîte A, une boîte, pas une boîte, pas une entreprise, mais vraiment une boîte, hein, un coffre A, et ça va être, on va dire, mon compte en banque, d'accord? Et ça va me servir à quoi? Bah, acheter une Twingo, par exemple, parce que j'en ai besoin pour aller travailler, acheter du pain, payer le loyer, etc., etc. Toi, tu mets tes 1000 euros dans une autre boîte, une boîte, on va l'appeler B. Et cette boîte-là, ça va être des actions. Donc, je vais avoir 1000 euros. Moi, ce sera 1000 euros en argent dans un compte en banque. Et toi, ça va être 1000 euros en actions. Hein, et la différence, évidemment, c'est que toi, moi, je vais me dire, je vais acheter des trucs, une Twingo, de l'essence pour ma Twingo, etc. Toi, tu vas te dire, ça va peut-être monter, je vais rien en faire pour l'instant, ça va peut-être monter, ça va peut-être descendre, mais aucun problème, je peux attendre. Si les prix de façon générale augmentent, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que mes 1000 euros vont acheter moins de litres d'essence pour ma Twingo? On est d'accord. Si S'il y a une le prix augmente inflation. de l'essence? Oui. Oui, s'il y a une inflation, ouais, t'as la valeur de tes 1000 euros. Ouais, ouais, je vois, ouais. Si la bourse baisse, tes 1000 euros aussi vont acheter moins aussi d'essence pour la Twingo, éventuellement. Euh, Parce que, ouais, ouais, Alors je qu'est-ce qui fait crois du t'avoir coup, suivi, mais vas-y. qu'est-ce qui fait que, parce que tu as parlé d'argent virtuel, qu'est-ce qui fait en gros que mon argent à moi, mes 1000 euros que j'ai mis dans ma boîte A, mon compte en banque, soit plus réel que ton argent à toi? Alors, donc, pour être bien sûr, donc toi, ton argent, à toi, tu l'as mis dans une boîte et tu l'utilises pourquoi? Ah bah j'utilise Tu parce que je peux l'utilises pas faire pas autrement, j'utilise. dans les... Ah, je suis obligé de le mettre dans cette boîte-là, dans un compte en banque, parce que j'en ai besoin pour acheter de l'essence, pour manger, pour acheter du pain, etc., etc. Ok, Donc c'est des donc à chaque fois liquidités, que... si tu veux, c'est des euros que je mets en banque. Ouais, ouais, oui, mais ok, ok, ok. Et dans l'autre boîte, les 1000 euros, ils Toi, t'as font acheté quoi? des actions avec. T'as acheté des Moi, j'ai actions acheté avec. des actions. Donc, dans la boîte, j'ai Oui. plus rien, j'ai des actions. Ah non, t'as pas plus rien, t'as littéralement 1000 euros d'actions. Oui, Moi, j'ai 1000 oui, euros, j'ai 1000 euros 1000 d'actions. euros D'accord? d'argent, toi, t'as 1000 euros d'actions. Si mon argent Hmm. change en fonction de l'inflation, et que ton argent change en fonction du cours du marché, de la bourse, Mhm. pourquoi mon argent serait plus réel que le tien? Est-ce que la réalité ne serait pas collée à ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire, le pouvoir que nous donnent les 1000 euros à tous les deux?
Non. Non, justement, voilà. Tu vois, j'adore le fait que du coup, tu aies utilisé de pouvoir. Oui. Le pouvoir, pour moi, oui, c'est quelque chose de fictif, de virtuel. Le pouvoir, tu vois. Ah oui, Mhm. je peux faire ça. Alors que quand tu as des actions, si tu as le pouvoir à l'instant T de faire ça, mais, mais demain, mais il faudrait, pour le faire déjà, donc que tu Mhm. vendes tes actions, Ok. qui, donc à ce point-là, à ce moment-là, donc tu vas être taxé. Donc déjà, sur tes 1 000 € d'actions, tu n'en as Mais plus moi, je suis 1000, taxé, je suis taxé sur mes tu en 1000 as euros. plus que, tu en as plus que 700. Mais moi, je suis déjà Donc, taxé sur mes et 1000 euros. après, tu es sujetti à l'inflation pareil. Attends Donc, 2 secondes, mais moi, tu je vas suis pouvoir en payer taxé. moins. Mais Smeg, moi, je suis taxé sur mes 1000 euros parce que je n'ai pas d'autre choix que de les mettre sur un compte en banque. Toi, tu n'es pas taxé sur tes Tu es 1000 euros parce que taxé tu as eu le choix. par quoi? Bah, je suis taxé, littéralement, c'est ce qu'on appelle à la source. C'est-à-dire, quand Bah, tu les 1000 vas, euros la TVA, tout ça? à la source, par exemple, avant de gagner mes 1000 euros, il faut bien que je paye des taxes dessus. Pour avoir un fiche de paye, allez, j'ai gagné 1000 euros par mois, je vais payer quand même Oui, un impôt à la source, non? oui, oui, Ok, toi, tu dis à ta boîte, toi, ce que tu dis à ta boîte, c'est mes 1000 euros, non, me les donnez pas, me les versez pas sur mon compte en banque, mettez-les directement, donnez-les-moi en BSPCE ou en action. Donc, tu payes pas d'impôts, oui, mais non, moi, je vais payer des impôts. Donc, c'est quoi la mais différence? non, non. Là, la différence, il y a un truc que tu oublies, c'est que, voilà, une fois de plus, d'un côté, là, tu prends en compte donc, ce qui s'est passé avant d'avoir mis tes 1 000 €, c'est ce que tu as été taxé pour les avoir d'un côté et de l'autre. Non, les 1 000 € qu'il a eu pour acheter ses actions, il a été taxé dessus. Il n'a pas acheté ses actions avec de l'argent fictif. Non, 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 attends, Il l'a les 1000 acheté euros n'ont jamais. avec une réelle liquidité sur laquelle il a déjà payé Ah non, 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 ce mec, c'est pas comme ça que tout ça un tas de marche. Non, non, taxes. non. Non, 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 non. Tu me dis, au lieu de me payer 1000 euros sur mon compte en banque en liquidité, tu me payes mes 1000 euros directement en actions. Donc il n'y a pas de taxe aujourd'hui dessus. Ok, donc en fait, tu veux me montrer quoi? En fait, j'arrive Je pas à veux rien te saisir le montrer, principe. j'essaie juste de comprendre en quoi tes 1000 euros à toi qui peuvent effectivement fluctuer en fonction des cours du marché sont Baisser. plus virtuels que mes 1000 euros à moi qui peuvent fluctuer en fonction de l'inflation. Parce que là, tu omets de dire que les actions sont aussi sujetties à l'inflation, plus la fluctuation des bourses. Pour pouvoir après quantifier sur la quantité d'essence que tu vas pouvoir te payer d'un côté ou de l'autre, il va Oui. falloir le revendre parce que l'action n'a rien de réel. C'est une valeur boursière. Ce n'est pas Ok. tes 1 000 € toi, que tu as d'un côté, qui sont réels, qui vont te servir directement à acheter quelque chose. Donc oui, tu vas être Mhm. directement sujetti à l'inflation. D'un côté, tu auras juste l'inflation. De l'autre, tu auras... tant que tu n'as pas vendu, en fait, tu n'as plus 1 000 €. Tu n'as Donc on plus est 1 000 €. d'accord. Tu as des Donc la actions qui ont une différence. valeur dont tu ne sais pas exactement ce qu'elle va être tant que tu ne les auras pas vendues. Donc ce que tu C'est dis, c'est qu'il y a là une où espèce est la différence. de concomitance entre la perte de la valeur de mes 1000 euros et la perte de la valeur des 1000 euros qui sont en action. C'est ce que tu dis. Donc pour l'instant, il n'y a strictement aucune différence entre les deux. On est d'accord. La seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que moi j'ai payé des impôts dessus, toi t'as pas payé d'impôts dessus. On est d'accord. J'ai pas payé d'impôt sur quelque chose qui, tant que je ne les ai, tant qu'ils peuvent pas me permettre d'acheter quoi que ce soit, n'a Oui. aucune valeur pour moi, me rapporte Ok. rien, me permet de rien faire. Voilà, dans Ok. ton cas. Ok, très bien. Maintenant, juste un truc très simple. Entre toi et moi, hein, qui peut se permettre de mettre 1000 euros dans la boîte B? Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est moi? Parce que moi, je t'ai dit, les 1000 euros que j'ai, j'en ai besoin pour manger, acheter du pain, acheter de l'essence pour mettre Twingo, etc., etc. Entre nous deux, qui peut se permettre de les garder bien au chaud en action, dans le marché?
Ça va être la personne la plus aisée, on va dire. Oui, ça va être une personne qui aura plus que ces seuls 1 000 € là. Ouais. D'accord. Donc, en gros, celui qui peut vraiment se permettre, ce que tu dis en gros, c'est de déplacer, même quelqu'un qui peut se déplacer par exemple son argent de la boîte A vers la boîte B, c'est celui qui a assez de baguettes, assez de Twingo, et qui peut tout faire en gros, qui peut vivre son problème et qui a toujours assez. Il peut se permettre en gros dans non seulement de les mettre dans la boîte B, mais en plus d'attendre éventuellement, parce qu'il a assez pour manger, on est d'accord? Donc ça aussi, c'est la grosse différence. Donc il y a deux différences. C'est que toi, tu peux te permettre de mettre de l'argent là où tu n'es pas taxé. Et la deuxième différence, tu l'as dit toi-même, c'est que tu n'es pas taxé. C'est génial. Donc tu n'es pas taxé, en plus tu peux te permettre de le faire. Juste un troisième truc. Imagine que la bourse s'écroule. Maintenant, tout s'écroule. J'ai la Mhm. boîte A. On est d'accord, hein, j'ai la boîte A. Et toi, tu peux te permettre d'acheter, de mettre autant de trucs que tu veux dans la boîte B. Est-ce que tu as besoin, dans quelle situation tu as besoin de vendre? Dans la situation où je vais vouloir agir personnellement, tu vois, si imaginons je veux partir en vacances pendant 5 ans, eh Oui, ben, je vais vendre tant d'actions et donc payer une flat tax. Là, je vais m'enrichir personnellement, donc oui. Donc, je vais mhm, vendre ces actions-là, je vais payer toutes les taxes qu'il faut, plus, après, une fois de plus, hein, avec l'argent que je vais gagner grâce à tout ça, bah, je paierai les mêmes impôts que tout le monde, d'accord. le Ou alors imagine TVA, tout ça, machin. le marché s'effondre et vous Mhm. êtes deux personnes qui avaient de l'argent dans la boîte B. Entre toi et une autre personne, laquelle peut se permettre le plus d'attendre? Celle qui a le plus d'argent, est d'accord? Ouais, celui qui a l'argent réel, ouais. Pas celui qui a les actions. Si Non, le marché absolument pas. boursier Celui s'effondre, qui- Si le marché boursier il peut s'effondre, pas vendre. il a Il peut pas exactement, vendre. ben oui, celui qui ne, enfin, il peut vendre, il n'y a aucun problème. Donc, Sauf que tu vends beaucoup moins cher. Par exemple, ce qui s'est passé avec avec l'écroulement du marché, avec toutes les décisions de Trump, ce qui s'est passé, c'est que les gens, moi, je suppose que ça a été fait exprès. Pourquoi? Parce que bien sûr. les gens revenaient d'actions qui avaient un niveau de crédence un peu moins important que les bons du trésor américain, et ça aurait pu Ouais. permettre éventuellement de baisser la dette des États-Unis, on est d'accord. Mais ceux qui ont attendu, c'est qui? C'est les 0,002% ou les 0,001%. Ils n'ont pas besoin de vendre. Pourquoi? Parce que pas besoin de payer l'essence de la Twingo. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la liquidité à côté. Exactement, parce qu'ils ont assez, ils ont assez pour pouvoir attendre. Il n'y a aucun problème, ils peuvent attendre. Ceux qui ne peuvent pas attendre, c'est ceux qui ont mis de l'argent là pour, par exemple, les études de leurs enfants, ceux qui ont mis cet argent-là Complètement pour d'accord. leur retraite, etc. Bah voilà. Mais une fois de plus, cette Donc, liquidité à côté, elle a été sujettie à l'impôt sur d'accord, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tu sors uniquement. plus-value, sur la dividende, tout ça, Ok. quoi. Donc la seule différence entre, encore une fois, ceux qui sortent de la boîte B et ceux qui restent dans la boîte B, c'est ceux qui peuvent attendre tranquillement. Ils peuvent attendre parce qu'ils Ouais, n'ont pas besoin ouais, ouais. Ça fondamentalement. leur donne un délai. Ça, je suis complètement d'accord. Ça leur donne un délai Exactement. et ça leur Donc, permet de pouvoir payer un impôt un peu quand ils le souhaitent. Ça, c'est oh, une exactement. inégalité. Je suis complètement d'accord avec ça. Exactement. Mais Voilà. ça fait partie de la Parce que, liberté. Tu peux pas obliger. ah bah, Ça, on est bien les d'accord, gens c'est ce que j'ai dit à au un moment début. J'ai donné, ouvert tu avec peux. ça, hein, Ouais, voilà. j'ai Ah, ouvert ok, avec ok, ça. ok. Oui, Ben, oui. je l'avais zappé, Ref. Désolé. J'ai littéralement Je ouvert. pensais vraiment que. Ouais. J'ai littéralement ouvert avec ça. Sur la question, encore une fois, sur la question de la, c'est que tu abordes beaucoup, sur la question du fait que ce soit volatile et que ce soit virtuel, etc. C'est faux. Ce n'est pas virtuel, c'est extrêmement réel parce que ça donne un pouvoir. On a vu les pouvoirs que ça donne aux gens. Et en plus, tu le présentes comme si c'était l'espèce de victime parce que on est en train de les taxer sur quelque chose qu'ils n'ont pas et on vient juste de démontrer que le fait qu'ils gardent dans la boîte B, c'est parce qu'ils peuvent garder dans la boîte B justement pour ne pas être taxés.
On vient juste de le démontrer. Bah, Et ceux qui peuvent ouais, le plus garder dans la boîte B, c'est ceux qui peuvent attendre tranquillement sans problème. Les actions, même si leur cours s'effondre, tu as parlé de Tesla. Tesla, elle a commencé, bah, il a fait de la merde, le monsieur. Je ne sais pas à combien étaient les valeurs au mois de mars. Aujourd'hui, la valeur d'une action de Tesla est supérieure à la valeur avant l'élection de Trump. Donc il peut attendre, il n'y a aucun problème sur ça. ouais, mais ça c'est un pari après que tu fais. Tesla, voilà, elle a chuté de 300% si je suis bon dans mes Ah oui, souvenirs là. mais Elle a aujourd'hui, on chuté de est au même prix. 300% et c'était loin de dire, on était loin de pouvoir penser que ça allait pouvoir remonter. Il était parti dans un délire où non, Tesla aurait pu rester s'écrouler. Et c'est même pas Mais que la les gens personne, le pouvaient se petit permettre investisseur, d'attendre, oui. c'est que les Mais gens le n'avaient petit pas le investisseur. choix d'attendre. Mais non, 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 il pouvait Ah attendre bien hein, sûr parce si. que le petit investisseur qui a absolument besoin, encore une fois, de payer les études de ses enfants, etc., lui ne peut pas attendre. Il faut absolument qu'il vende, même s'il vend 2 fois moins cher, parce que lui ne peut pas attendre. Parce que lui, justement, Là, je suis pas sûr dans ce cas-là. comment ça, t'es pas sûr? Je C'est suis pas sûr, littéralement ce Ref. qui s'est passé avec les Parce que 401 aux États-Unis, par exemple. parce que le gars là qui a besoin de payer quoi que ce soit, mais il aura beau vendre, si ça ne lui permet pas d'acheter quoi que ce soit d'autre, parce que ça s'est effondré, où est l'intérêt de Pourquoi vendre? tu vendrais Euh, des, le, pourquoi tu vendrais des actions si tu n'as aucun intérêt à les vendre? Qui panique? Pourquoi tu paniquerais pour vendre des actions, honnêtement? euh, Pourquoi tu pas d'écrit? Bah, je vendrais des actions si je sais que voilà, si je veux réinvestir ailleurs, d'ailleurs, si j'ai besoin de liquidité pour investir ailleurs, et puis voilà, aussi Non, non, tu vends des pour un actions pour fonds la panique parce d'investissement. que tu vends des actions lorsque en gros un cours s'écroule, tu vends des actions parce que tu préfères avoir en gros N plutôt que N sur 2 parce que tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Voilà pourquoi tu vends des actions sur la Ouais, panique. Il a raison, Ezekiel, on n'est pas en train de refaire le débat, mais on est tous d'accord pour dire que enfin, la virtualité dont tu parles, elle concerne tout le monde. Moi, si je veux acheter une voiture demain qui coûte, je ne sais pas, qui coûte 30 000 euros, ma Twingo qui coûte 10 000 euros, ce qu'il y a sur mon compte, j'ai peut-être 10 000 euros. Demain, je suis absolument pas certain que ma Twingo, elle coûte 10 000 euros. Il y a un truc qui s'appelle l'inflation. Mon argent est aussi virtuel que celui de la boîte P. Exactement de la même bien manière. sûr. L'argent, Et c'est pour ça que l'argent non, oui, n'a de valeur que la symbolique qu'on lui donne. Et c'est tout. Donc il je faut suis. arrêter de dire que l'argent qu'ils ont en action n'est pas vraiment de l'argent. Si, c'est vraiment de l'argent. Non seulement c'est vraiment de l'argent, en plus, c'est de l'argent qui leur donne plusieurs libertés, la liberté d'attendre, de contrôler les marchés, et en plus de ne pas payer de taxes aujourd'hui. Vous Alors payez que ça beaucoup leur moins de apporte taxes. des libertés et tout ça, je suis OK. Mais pour moi, ces actions ont autant de valeur que la valeur d'un bien que tu as, type voiture à 30 000 euros, qui va prendre de la valeur, mais tu ne les as pas. C'est ça la Absolument pas, virtualité pour absolument moi pas. qu'il y a. Une Et voiture avec qui reste dans ton avec ta garage, voiture, non, ouais. pour plus d'un cas, rêve, savoir que tu as une bagnole dans ton garage qui vaut Hmm. bien plus que ce que tu l'as acheté il y a 10 ans parce que ça a augmenté est un poids aussi qui peut te permettre Ça, on de en a faire un déjà crédit. parlé. Ta Bien sûr, bagnole, tu as si. déjà payé Tu peux 21% hypothéquer. t'as payé Tu peux 21% hypothéquer. de DVA dessus, t'as payé une taxe sur ta voiture, tu payes chaque année une taxe sur ta voiture. C'est absolument incomparable. Tu parlais tout à l'heure, par exemple, des voitures de collection, c'est complètement un autre truc. Les œuvres d'art, c'est un autre truc. On ne parle pas de ça. Les actions que tu as, en gros, les portefeuilles d'actions, et là, on parle. Je ne sais pas si tu imagines l'échelle des portefeuilles des actions des 1800 les plus riches de France. On ne parle pas, en gros, de petits investisseurs qui avaient 1000 euros. On ne parle pas du tout de ça. C'est pas un livret A. On parle de plusieurs milliards. Hein. C'est pas du tout la même chose. Ces actions-là rapportent de l'argent tous les jours. Ta voiture qui est dans le garage, même si elle prend 100% de valeur d'ici 5 ans, déjà, tu as payé une taxe dessus, tu t'es affranchi, tu as été solidaire avec la communauté, et en plus, De la même manière qu'il y a n'a une rien à voir en taxe, termes la d'apport. TTF.
de la même manière qu'il y a les TTF, les taxes sur les transactions financières, qui, quand tu Sur les achètes transactions, oui. quelque chose, oui, bah, quand tu achètes quelque Oui. chose, On va pas refaire le débat, on en voilà, parlera tu pour le payes une débrief. taxe, quoi, Désolé de tout le la même monde. manière que tu as payé une taxe. Ouais, désolé. Ouais. Voilà. Mais bon. Mais merci Mais du en coup tout cas, d'avoir j'entends. refait un mini débat parce que du coup ça m'a laissé le temps d'aller exporter les notes et tout ça. Et donc je vais vous annoncer les résultats. Oh Donc putain. Ezekiel remporte ce débat avec une note de 6,92 contre Smeg avec une note de 4,92. Oh là là. Le détail des Bravo, notes pour Ezekiel. Ezekiel, donc 7 en argument, 6,67 en éloquence et 7 en décence. Le détail des notes pour Smeg, 4,33 en argument, 4,67 en éloquence et 6,33 en décence. Voilà. Merci, les gars. Merci Smeg d'être monté. Est-ce que Franchement, vous quelqu'un avez d'autre assuré. veut venir Merci de m'avoir commenté. Salut. avec plaisir. Merci, Arif. Bon, Donc si merci, personne d'autre veut Ezekiel. Merci, monter, Walter. Franchement, tu as assuré une fois de plus pour avoir géré tout ça. Et avec grand puis voilà, plaisir. Hein, bon, c'était mon premier show match et je suis content d'avoir fait ça. Je À vais juste te plus. dire un truc, ce mec, je sais pas s'il faut le dire là ou dans le chill. Mais Ça dépend. Si c'est enfin, cochon, on attend. non, mais de rien, mais chill. Non. Très bien, merci en Ok. tout cas, Walter. Ok. Et donc, dans 2 jours, samedi, soyez présents à 20h. Votre serviteur, moi-même, participerai à un débat contre Fares, musulman sunnite, sur les affirmations du Coran quant à l'embryologie. Hein, il sera question de savoir si elles sont miraculeuses ou non. Donc, évidemment, je défendrai la négative et j'abandonnerai pour cette soirée ma casquette d'arbitre et d'organisateur pour enfiler celle de débatteur. Voilà, donc si vous voulez me voir ou me revoir débattre, soyez présents samedi soir à 20h. Ok, merci à Ezekiel, merci à Smeg, félicitations encore une fois à Ezekiel, merci au public Bravo. d'avoir assisté à ce débat et je vous dis à tout de suite dans les chill.